Je m'appelle Emmanuelle Murcier, je suis salariée, à la FUPP, qui est le réseau, national qui relie, les UPP et qui les fédère. Voilà, donc je vais rapidement vous présenter ce que c'est que la démarche UPP et puis ensuite, Sakina, donc qui est parent à Aulnay-sous-Bois, vous présentera plus ce qu'il faut au niveau local et puis on essaiera d'en tirer un peu des repères de ce qu'on a appris à travers les UPP qui pourraient, aussi, être expérimentés ou servir de repères pour, l'action auprès des familles, de la part des établissements scolaires. Voilà, donc peut-être vous présenter la démarche UPP. Donc la démarche UPP, Université populaire de parents. Déjà le nom dit quelque chose, je pense, du projet. Et puis donc ça a été créé en 2005. 2005, c'est, un peu la période où on commençait à parler de parentalité et beaucoup d'experts parlaient de parentalité, donc des sociologues, des psychologues, des philosophes. Et nous, on remarquait que finalement, les parents, et notamment les parents des milieux populaires, il y avait peu de paroles directement d'eux-mêmes et que on faisait comme si tous les parents, finalement, la parentalité était la même, quel que soit le contexte de vie. Or, l'analyse qu'on avait, nous, c'est que c'est pas du tout le cas et que exercer sa parentalité dans une ville, dans un village, dans un quartier populaire, c'est pas du tout la parentalité est la même, mais l'exercice de la parentalité concret euh, est très différent. Et donc, on voulait faire entendre une parole de parents et on pensait qu'on pouvait comprendre la parentalité que si on entendait aussi les principaux intéressés, c'est-à-dire les parents eux-mêmes. Voilà, donc à l'époque, ce projet a vu le jour dans une autre association qui s'appelle l'ACEP, Association des collectifs enfants-parents professionnels, et qui est la Fédération des crèches parentales. Voilà, donc les objectifs des UPP, c'est justement de donner la parole aux parents et de permettre à ces parents de construire un savoir collectif et d'ensuite le croiser avec des institutions pour parvenir à des projets, alors on est un peu ambitieux, mais des projets de coéducation. C'est-à-dire que les UPP, ça vise la coéducation, c'est-à-dire le travail commun parents-institutions. Et pour cela, l'hypothèse des UPP, c'est de se dire, eh ben, pour une fois, on ne va pas partir des institutions, mais on va partir des parents. C'est-à-dire, c'est les parents qui vont se renforcer eux-mêmes et qui vont ensuite aller à la rencontre des institutions pour pouvoir construire du dialogue, construire des projets ensemble. Voilà, donc ça, c'est l'objectif des UPP. Et après, on s'est dit, mais comment on peut faire? Et là, on a eu l'idée de se dire, si on permettait aux parents de mener une recherche sur un thème qui les intéresse, avec le soutien d'un universitaire, peut-être que ça qualifierait leur savoir, que ça les renforcerait et que ça leur permettrait d'aller plus en avant, plus facilement à la rencontre des enseignants, des élus, des travailleurs sociaux, des personnes avec lesquelles ils ont des choses à faire, des choses à discuter. Et donc, c'est ça le pari, c'est que des parents mènent des recherches sur des questions liées à la parentalité avec le soutien d'un universitaire et que cette recherche est le support pour aller à la rencontre d'autres acteurs locaux pour entamer des projets de coéducation. Donc, on est relativement proche dans l'esprit des cités éducatives. Donc, voilà quelques mots sur la méthodologie. Donc, les UPP durent évidemment plusieurs années. Donc, il y a d'abord un groupe de parents qui se constitue. On cherche à renforcer la solidarité, l'esprit de groupe dans ce groupe. Et on part des questions individuelles des parents, des soucis qu'ils ont. Voilà, des soucis divers et variés que vous connaissez aussi. Et donc, on part de ces questionnements-là. Et au bout d'un an environ, on va chercher une question collective. Au-delà de ces questions individuelles, les parents vont se mettre d'accord sur une question qui les intéresse et qui, finalement, mobilise tous les acteurs du groupe, tous les parents du groupe. Donc, par exemple, cette question, c'est les écrans, c'est évidemment la réussite scolaire, les conditions de la réussite scolaire dans les quartiers populaires. Ça peut être l'image des quartiers populaires, des choses comme ça. Et puis ensuite, c'est là que l'universitaire arrive, et seulement là, parce qu'on voulait qu'avant le groupe se renforce.
Et là, il y a la rencontre avec l'universitaire et l'universitaire va aider les parents à construire toute la méthodologie de recherche. Donc, choisir si c'est des questionnaires, des entretiens, de l'analyse de presse ou autre chose. Les parents mènent cette recherche un peu comme des universitaires la mèneraient. Ça dure 2 ans, là, le fait de mener cette recherche. Et parallèlement, dès qu'ils commencent à avoir des résultats ou dès qu'ils commencent à se sentir plus fortifiés, ils vont à la rencontre des institutions pour mener des projets avec eux. Donc, ça peut être, par exemple, participer à des groupes de travail sur les discriminations, ça peut être participer à l'école dans des espaces parents, plein de choses très différentes les unes des autres. C'est aussi participer à la formation des enseignants, puisqu'il y a des UPP qui participent à la formation des enseignants ou des travailleurs sociaux. Voilà, donc ça, tout ce qui est action entre parents et institutions, on appelle ça dans le jargon UPP les actions citoyennes. Et en fait, pour qu'il y ait du lien entre les recherches, toutes les UPP démarrent ensemble et constituent ce qu'on appelle une génération. C'est-à-dire, elles vont travailler pendant 3 ans sur la recherche ensemble. Donc, il y a eu une première génération en 2005, qui s'est terminée en 2008. Là, on a fait un colloque à Sciences Po, volontairement à Sciences Po, parce qu'on avait envie que des savoirs plus populaires pénètrent cette institution. Et on a fait un ouvrage, et ensuite on a recommencé une deuxième génération qui a donné lieu à un ouvrage et un colloque, une troisième génération, et là on en est à la quatrième. Et chaque génération se termine toujours par un colloque et un ouvrage parce que c'est aussi valorisant et stimulant pour les parents ces productions. Donc le prochain colloque, si ça vous intéresse, a lieu le 11 octobre au ministère des Affaires sociales, où du coup les recherches des parents de la quatrième génération seront présentées. Peut-être, Sakina, tu prends la parole. Donc, Sakina va vous expliquer plus précisément ce qui s'est passé sur Aulnay et puis les savoirs qu'on en tire et qui peuvent être utiles peut-être plus largement que dans les UPP. Enlève ton masque. Bonjour à tous. Alors, on va démasquer là. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, donc Madame Trabelsi Sakina, une des mamans du PP d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, banlieue nord parisienne. Hein. Voilà, on est 6 mamans. De l'expérience du PP, moi, pour reprendre la jeunesse, je fréquentais un centre social. Une animatrice nous a parlé de ce projet Université populaire de parents. Je me posais la question. J'avais quitté Paris, j'arrive à Aulnay. Je me posais la question et c'était parfait ce projet. Parce que je me posais la question si j'avais bien fait de m'installer à Aulnay en ce qui concerne l'éducation de mes propres enfants à la base. Et de cette question individuelle, je me suis retrouvée en fréquentant le centre social d'Aulnay, que c'est une question finalement collective. Il y avait d'autres mamans qui se posaient la même question. Je vois que Manon, tu approuves. Tant mieux. Et, donc, et du coup, Odile, l'animatrice du centre social, nous propose ce projet UPP. Ce projet magnifique où là, les parents, on va réussir à répondre à ce questionnement. Comme disait Emmanuel, dans cette lignée de parents démissionnaires, de parents avec toutes les connotations négatives, là, on s'est dit, on va saisir ce projet et y répondre. Donc, ça y est, le projet a continué. Un groupe de mamans a été constitué, on était une quinzaine, entre 15 et 20 mamans. On a adhéré. Notre questionnement de départ, c'était en quoi l'environnement influence-t-il la réussite de nos enfants ? Est-ce qu'ils réussiront autant à Aulnay qu'à Paris ou qu'à Lyon ou qu'à Marseille? Première année, on s'est réunis, puis il fallait déjà phase exploratrice, il fallait qu'on trouve cette question en commune, qu'on la pose. La deuxième année, il fallait qu'on y réponde. Une fois qu'on s'est posé cette question, il fallait qu'on y réponde. Et dans cette démarche UPP, on a posé des questionnaires en direction de parents, en direction de professionnels de l'éducation, en direction de professionnels de réussite sportive, etc. La réussite, on va la mettre au sens large dans un premier temps pour la centrer sur le scolaire après. Et de ces enquêtes, ces questionnaires, de ces films qu'on a vus, de ces lectures, etc. Puis on s'est enrichi mutuellement avec les mamans.
Et troisième phase, on a analysé tout ça avec l'aide d'un grand sociologue, donc, qui fait toute la démarche, le côté légitime de cette recherche, c'est que non seulement, voilà, il y a des parents, mais on est aidé par un chercheur, un professionnel. Et donc, on a conclu, on a conclu, on a eu on a finalisé notre recherche et ça a même donné une publication sur la réussite avant tout. D'ailleurs, j'aurais dû ramener l'ouvrage, mais voilà. Donc, les facteurs de la réussite éducative dans un milieu défavorisé. Voilà. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? Voilà, je ne vois pas vos réactions, mais n'hésitez pas, Oui, c'est c'est très clair. embêtant. Voilà, c'est Oui. embêtant cette histoire. Moi, je ne suis pas trop au fait du Zoom, Ouais, c'est etc. vrai qu'avec la visio, c'est Mais pas voilà, donc en 3 ans, un groupe de 20 mamans donne les sous-bois. Et donc, on a essayé de répondre à cette question. Maintenant, une fois qu'on y a répondu, l'idée, c'était pas de rester sur nos réponses. Là, je vois plus rien. C'était après de véhiculer nos réponses, d'aller à l'encontre de tous les collèges, de tous les primaires, enfin de tout. On a brassé Aulnay-Nord dans un premier temps, et puis de véhiculer cette réponse. Quels sont les facteurs de réussite que nous avons obtenus, à savoir, donc on est parti sur des parents qui ont des exigences fortes, mais une confiance réservée, des ressources limitées, des conclusions comme ça, mais qui s'appuient sur ces questionnaires, qui s'appuient sur ces analyses, sur ces rencontres de parents, un investissement, un engagement des professionnels de l'éducation, on a rencontré des enseignants type académique, mais des enseignants type engagés qui prônent la réussite, oui. Oui, un enseignant engagé réussit, il va au bout, mais voilà, avec ces facteurs, après ça lui demande plus de temps, ça lui demande plus d'investissement, plus d'efforts, etc. Mais en tout cas, fort de toutes ces conclusions, on a rencontré, après l'idée, c'était d'aller rencontrer les collèges, je vous ai dit, les primaires, et puis du coup, c'est créé, entre guillemets, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a fait l'enquête, une fois qu'on a eu notre analyse, qu'on a eu notre ouvrage, une fois qu'on a rencontré tous les professionnels de l'éducation sur notre territoire, quatrième volet, on s'est dit, faut agir aussi sur le terrain. Et comment on a agi sur le terrain? Dans un premier temps, on a créé un club lecture au centre social du départ. Parce que les parents, pour les rencontrer, les croiser à la sortie d'école, la place du livre est compliquée encore. Donc, on veut bien faire, mais bon, voilà. Donc on a pensé et on a mis en place un club lecture, en toute modestie, un club lecture où on venait, on proposait un livre à maman, toujours dans un concept, pas du tout de jugement, si ce n'est que partager un ouvrage. Les mamans partaient avec le livre, le lisaient, on se retrouvait une fois par mois et puis on faisait un échange de lecture. Tiens, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais très simple, hein, rien, en toute modestie. Mais c'était intéressant parce que sur des thématiques variées, hein, ça allait de tout. Mais ce qui était bien, c'est que le livre rentrait dans les foyers et puis que les enfants voyaient les mamans lire. Celles qui avaient des difficultés aussi, les enfants aidaient. Ça pouvait être aussi un support de devoirs, etc. Donc voilà, on a créé un club lecture qui a très bien fonctionné contre toute attente. De ce club de lecture au centre social, on a eu le désir de raconter des contes. On a monté un projet Contes d'ici et d'ailleurs dans les écoles primaires où des mamans venaient raconter des contes aux enfants sur la pause méridienne. Mais notre spécificité, c'était de se dire, bon, on n'est pas que des conteuses, mais les mamans ont beaucoup de potentiel et beaucoup de mamans savent finalement raconter des histoires à leur manière. Et donc, l'idée, c'était que chaque maman vient, prépare un conte. On a eu des contes africains, des contes maghrébins, des contes asiatiques, et des mamans préparaient le conte entre nous à la maison, autour d'un thé bien sûr, ou autre. On préparait le conte et puis on venait le raconter aux enfants sur la pause méridienne. On mettait tout le temps l'aspect convivialité, les tapis, les enfants étaient toujours bien installés, ça c'était important pour nous que les enfants soient bien installés, qu'ils s'évadaient, et puis on racontait l'histoire. Il y a eu donc voilà ce projet-là, Club Lecture, les contes d'ici et d'ailleurs. Ça a donné lieu aussi à
à des contes de Noël sur la régie de quartier sur Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un café littéraire. Alors on dit on est modeste, mais quand même, hein, on a fait un café littéraire. Hein. Pourquoi? Parce qu'un jour on a été au cinéma, toujours à Aulnay, et puis on a vu le film L'Ascension. Et finalement, pour la petite histoire, L'Ascension, c'est tiré d'une histoire vraie de Nadir Dendoun. Mais nous, on ne le savait pas. On a été voir notre film. Et puis Nadir Dendoun, l'auteur, a été présent. Et donc, il a écrit un livre, Un tocard sur le toit de l'Everest. Et puis, voilà, c'est parti d'une rencontre humaine. Et on lui raconte tout ce qu'on a fait. Et cet homme-là nous dit, il y a eu un feeling. Et puis, il nous dit, tiens, si vous voulez, je peux venir. Et on lui dit, ce serait bien que vous veniez et vous parliez de votre livre. Et il a accepté. Et donc, on a fait dans la salle de fête à Aulnay un café littéraire autour de l'ouvrage de Nadir Dendoun. Donc, voilà. Après, on a traversé, comme tout le monde, ce confinement, malheureusement. On y est encore. Là, d'autres angoisses. Cette fois, dynamique, positif, on fait. Puis là, finalement, on était collectif. Là, on s'est retrouvés tout seul. Cette dynamique positive et collectif, on s'est retrouvés confinés. L'idée est venue, on a fait d'ailleurs, un questionnaire sur le confinement, parents mobilisés, parents confinés. Et nous aussi, après, quand l'école a repris, on a fait des contes autour de la couleur des émotions. On est venu dans les écoles et on s'est appuyé sur la couleur des émotions pour faire parler les enfants sur ce qu'ils ont traversé, comment ils l'ont traversé. Voilà, donc cette UPP d'Aulnay-sous-Bois a donné lieu à une enquête, a donné lieu à des actions citoyennes. Elles valent ce qu'elles valent, mais en tous les cas, fort en tout cas d'un engagement, d'un investissement de maman incroyable, de 10. Là, on est un bon noyau de 6 mamans très impliquées. Ce qu'on a senti, nous, en tous les cas, dans les changements, moi, déjà, ma posture personnelle et du groupe, entre l'avant et l'après, il y a une certaine assurance, il y a une certaine prise de parole, il y a une certaine posture, il y a une certaine valorisation pour soi et sur le regard des enfants aussi, ça j'y tiens beaucoup, sur nos propres enfants, le fait qu'on s'est engagé, nos enfants aussi nous renvoient à une valorisation très positive de cet engagement. La relation parent, là on y est, donc sur cette thématique, la relation parent-école, je veux dire, et là j'y viens, cette relation parent-école a énormément changé. Pourquoi? Moi je suis arrivée dans une école fermée, pour pas dire autre chose, fermée, et encore je partais d'un Paris 20e, donc je descendais d'un Paris 20e, et en venant ici, dans le 93 à Aulnay, j'ai trouvé une école vraiment fermée, avec des réticences, des inquiétudes, des méfiances, mais réelles, hein, réelles. D'ailleurs, ça faisait peur, hein, ça faisait très peur. Et du coup, voilà, il y a eu cette expérience UPP qui s'est greffée, et ces directeurs ont été conviés à des présentations de l'expérience UPP, et du coup, ça a fait boule de neige. On a été invités à présenter notre recherche. Et puis, les mamans ont été identifiées. Les mamans UPP ont été identifiées comme telles, comme ayant des choses à dire en tous les cas et comme ayant des choses à être, des choses à écouter. Et l'école s'est ouverte. Ça a commencé par une école primaire, pour ne pas la nommer, et de cette école où le directeur avait une méfiance envers les parents. Et pour la petite anecdote d'un parent qui avait un problème, qui lui dit « mais je vais venir vous voir à la fin ». Et le directeur a paniqué en pensant que je vais venir vous voir, mais il l'a pris sous une menace et a prévu la police municipale en disant « oh là là, il m'a dit il va venir me voir ». Mais ce parent voulait dire « j'ai pas le temps et je vais venir à 4 heures », mais pour parler plus longuement. Mais à aucun moment il pensait. Et donc voilà, la petite anecdote à retenir, c'est que ce mot-là
les parents sont venus, on a pu dédramatiser, communiquer et comprendre qu'il faut qu'on se parle, qu'on prenne le temps vraiment de se parler. Et l'école, d'ouvrir les portes des deux côtés. Et l'école, cette école que je vous parle, a bien ouvert. Et c'est une des expériences, les premiers contes ont eu lieu dans cette école. Il a ouvert les portes, a bien accepté que les mamans viennent, racontent des histoires. Et donc, après, naturellement, ça s'est fait. Voilà, donc cette expérience a légitimé la présence des parents. Les enseignements des UPP, il y a tout le volet valorisation. Moi, j'ai apprécié parce que les parents ne sont pas considérés comme des parents défaillants ou incultes ou analphabètes, ou l'étiquette, qu'importe, hein, qu'importe, on peut en porter plein. Et notamment dans nos milieux, qu'on le veuille ou non. Mais dans le milieu dans lequel moi j'évolue, oui, les parents ont malheureusement beaucoup d'étiquettes négatives. Et ce projet-là disait, mais non, projet UPP, c'était non, attention, les parents ont des choses à dire. Des choses, en tous les cas, voilà. Donc, cette valorisation des parents, qu'ils ont des compétences, qu'ils savent faire des choses et les faire rentrer. Oui, ce qu'on voit, c'est que ce que disent les parents, c'est que la valorisation, c'est ça qui permet l'envie de participer. Et dans les UPP, on part des parents tels qu'ils sont, avec les compétences qu'ils ont, avec les difficultés qu'ils ont. On ne cherche même pas à connaître les difficultés des parents. On ne vous entend pas très bien, Emmanuel. Je pense que c'est parce que vous n'êtes pas face directement à l'ordinateur. C'est compliqué parce qu'on a un seul ordinateur. Ah, voilà. Je complétais Sakina en disant que là, justement, on est en train de faire l'évaluation des UPP avec des autres parents. Et ce qu'ils disent, c'est que finalement, ce qui permet la participation dans les UPP, c'est la valorisation. C'est parce qu'ils ont l'impression que leurs savoirs sont reconnus et légitimés et acceptés, etc. Et que même si ils n'ont pas un niveau qu'on a d'habitude pour faire une recherche, ils peuvent faire une recherche. Et cette question de la valorisation, c'est vraiment le moteur central de la participation. Et du coup, voilà, pour l'école, je pense que cette question de valorisation, elle se joue autrement, mais comment on entend aussi tous les savoirs des parents, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec l'école, parce que c'est aussi l'occasion pour les parents d'être valorisés, d'être reconnus, et du coup d'avoir envie de participer, parce que les parents se sentent souvent dans les UPP, et encore peut-être plus dans les écoles, quand d'emblée, le point de départ, c'est qu'ils sont inférieurs. Donc, comment on peut reconnaître, valoriser, et du coup, ça permet ensuite le dialogue et la participation. Je te redonne la parole. Cette notion peut-être de parents qui peuvent rentrer à l'école et qui peuvent participer, en tout cas avoir une part dans le système de coéducation, mais être écouté et participer. Et non plus le parent lambda qui vient que pour des problématiques sur son propre enfant. L'idée, c'est pas que le parent vient sur une convocation et sur une problématique de son enfant. Là, voilà, la démarche UPP, c'était une problématique collective. Et puis, pour rentrer, pour réussir à travailler ensemble pour l'intérêt des enfants. Que les enseignants travaillent dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas, voilà, et que les enfants réussissent hein, dans un bon environnement avec des enseignants sereins et détendus et réciproquement pour des parents sereins et détendus. Une fois que tout le monde est détendu, l'enfant peut aller à l'école dans un environnement détendu et pour qu'on aille droit au but, c'est-à-dire son enseignement tranquille. Voilà. On se disait aussi, à l'école souvent, alors c'est pas le cas de toutes les écoles, mais traditionnellement, un parent il vient pour parler de son gamin à lui. Et il n'a pas vraiment d'autres sujets sur lesquels parler parce qu'il n'y a pas, comme il y a dans les UPP, ces temps de maturation qui sont très longs, puisque la recherche, ça dure plusieurs années, mais où les parents peuvent échanger entre eux. Et en échangeant entre eux, ils élargissent aussi, surtout avec la présence d'un sociologue, ils élargissent leur point de vue. Et du coup, ils acquièrent des compétences, voire une expertise qui est collective.
et qui pourraient être utiles à l'école. Et du coup, c'est la question de comment on peut organiser dans l'école des espaces collectifs et non pas que des espaces individuels. Voilà. C'est une question qui est posée, hein, c'est pas plus que ça. Donc, les changements des parents, l'idée c'est ça, hein, les changements que ça a entraîné sur des parents qui avaient une réticence aussi. Hein. Des deux côtés, il y avait une réticence. Et nous, notre enquête l'a vraiment montré qu'il y avait une réticence, une confiance réservée des deux côtés. Il y avait des parents qui ont des exigences fortes pour l'éducation. Parce que nous, on part du postulat, je n'ai pas rencontré de parents qui ne se soucient pas de la réussite de leurs enfants. Ça, c'est clair. Moi, je le crie haut et fort. Il n'y a pas de parents démissionnaires. C'est ma thèse. Et moi, ma recherche m'a permis de le renforcer, de le remettre un coup. Il n'y a pas de parents démissionnaires. Chacun a ses raisons, chacun a sa conception. Mais voilà, en tous les cas, des parents qui ont des exigences sur la réussite, une confiance réservée réciproquement des deux côtés. Non, hein? Il y a eu des conclusions. Une des conclusions, c'était une confiance réservée des deux côtés, des parents qui n'ont pas confiance aux enseignants et des enseignants qui ont aussi, à leur niveau, des a priori ou des réticences sur certains types de familles, après avec des obstacles de langue, des obstacles de posture, etc., de présence ou d'absentéisme, de comment se fait que des parents ne viennent pas, qu'on ne voit jamais, etc. Et des ressources limitées pour des parents qui n'ont pas de réseau, qui souvent des problèmes d'alphabétisation. Et pareil, des enseignants qui se retrouvent bloqués parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir toucher ses parents, et notamment au collège. Alors là où il y a un trou. Autant en maternelle où il y a encore la présence des parents, en primaire passe encore, mais au collège, là, c'est le flou, où là, il y a une tranchée. Voilà. Donc, cette recherche a mis en lumière tout ça. Et finalement, une de nos conclusions, c'était ça. Un sentiment de devoir en faire davantage qu'un parent ou qu'un enseignant ordinaire. Que les parents doivent en faire davantage parce qu'il faut en faire plus, parce que nous, on ne maîtrise pas tout et donc il faut toujours suivre plus. Et les enseignants, pareil, ils ne peuvent pas se permettre d'être des enseignants académiques, je fais mon programme, basta, advienne que pourra, je fais, et vous suivez ou vous ne suivez pas, c'est pas grave. Voilà, non, l'enseignant se doit d'être force de ressources, de projets ordinaires, des projets innovants. Enfin, il faut qu'il suscite un peu le petit truc. Mais et cet enseignant, quand il est au clair avec tout ça et quand il implique les élèves et les parents, c'est bingo. C'est bingo, oui. C'est une des solutions en tous les cas. Ce n'est pas la solution, mais enfin, moi, je crois que c'est une des solutions qu'on propose à travers cette recherche qu'on a établie à l'UPP d'Aulnay-sous-Bois. Donc voilà, ce triangle-là, parents, enseignants, élèves. Donc, si on arrive à bien se concerter tous les trois, à bien se reconnaître tous les trois, à bien se respecter tous les trois, et dans l'intérêt commun qui est la réussite de nos enfants. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais insister. Moi, je sais que ça m'a permis, en tous les cas, de le tester sur mes propres enfants. Et ça a réussi. D'être réticent de partir sur un collège à Aulnay, mais en me disant « Oh là là, ça ne va pas aller ». Et puis finalement, voilà, cette expérience UPP, je l'ai appliquée à titre personnel sur le terrain pour mes propres enfants et j'en ai récolté les fruits. Et donc maintenant, de mon expérience personnelle, c'est le message que je véhicule aux autres parents. Oh là là, n'hésitez pas, il faut rentrer, il faut discuter, il faut ouvrir, il faut aller vers, vous parliez de aller vers sortir de la maison, hein, sortir de la maison, mais aller vers les enseignants et surtout au collège, parce qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on pense, nous, parents qui sont un peu grands maintenant et qu'après tout, ils ont moins besoin de nous. On pense aussi que peut-être que le collège, enfin on pense, quand je dis on, je m'inclus dans ma recherche,
on pense aussi que c'est un peu plus compliqué pour nous de suivre pédagogiquement parlant. Donc là, le programme devient compliqué. 6e, 5e, on maîtrise peut-être moins, donc on ose moins. Et là, on serait sur des résultats que de notes. Mais notre implication, fort de cette expérience UPP, elle est différente. Elle n'est plus dans la relation à la notation, dans la présence au bulletin. Elle est dans autre chose maintenant. Elle est dans des enseignants qui ont des projets innovants et qui impliquent les parents sur des théâtres forums, sur des rencontres, sur voilà. Et donc là, la place de parents, elle est prise pour ce qu'elle est réellement. Et après, ne serait-ce que les projets par enfant. Voilà, donc les changements. Donc, je vais essayer de vous résumer les changements. La valorisation, c'était important pour moi. Ce que j'ai trouvé, ce qui fait que ça fonctionne un peu, parce que ce qui a permis que ça fonctionne, la convivialité, bien sûr. Le fait d'arriver avec des projets où la place des parents est acceptée, du non-jugement de l'autre, l'accueil bienveillant des deux côtés. On a parlé du aller vers, l'idée qu'on a besoin aussi des parents, c'est bien de se l'entendre dire, qu'on a besoin aussi des parents et non pas, voilà, que ce n'est pas une pièce rapprochée. On a besoin aussi des parents dans ce gros projet qui est la réussite de nos enfants. On a besoin de nous. Et l'idée aussi que les parents ne sont pas dans simplement pour son enfant. Ils veulent bien s'impliquer pour leur enfant, mais on peut prendre l'école dans sa globalité. Les projets écoles intéressent les parents. Encore faut-il les informer, leur donner l'info et leur demander où et comment on peut, mais dès la jeunesse du projet, introduire les parents dès le début du projet et pas les mettre devant le fait accompli. Il y a un projet quand, venez à la fin assister à la pièce de théâtre ou venez, voilà. Et Emmanuel, j'ai fait le tour. Oui, il y a peut-être un autre aspect que tu n'as pas mentionné qui est important, je trouve, c'est la démarche UPP. En fait, ça met les parents en contact avec des gens qu'ils n'auraient jamais vus par ailleurs ou avec lesquels ils auraient jamais travaillé. Emmanuel, mets l'ordinateur en face de toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, excuse-moi. Ok, super. Je disais que le dernier point, c'est que dans les UPP, les parents, finalement, sont en contact avec des experts. Enfin, ce qui est reconnu par la société comme des experts, par exemple des sociologues, éventuellement aussi des hommes politiques, et que ces experts qui sont survalorisés par les parents et par beaucoup de citoyens aussi, leur faisaient peur au départ, ça les terrifiait. Et puis, en fait, ils ont partagé des choses avec ces personnes, ils ont monté des projets, ils se sont rendus compte que c'était des êtres humains et des personnes comme eux. Et finalement, ça a complètement démystifié les experts pour eux. Et ça, c'est vachement bien parce que ça leur permet d'arriver d'être dans des sphères et de fréquenter des personnes qu'ils n'auraient jamais fréquentées par ailleurs. Et du coup, il y a une question de mobilisation, de mobilité pour les parents qui, du coup, ont accès à des sphères qui leur étaient inaccessibles jusqu'à maintenant. Et en plus, voilà, ça les a mis à l'aise par rapport à des personnes qui les terrifiaient auparavant. Et du coup, je pense que ça pose aussi la question à l'école de comment on réussit à démystifier les experts que sont les enseignants, qui, pareil, font peur à certaines familles, pas de leur faute, mais juste parce que, justement, ils sont les détenteurs officiels du savoir, quoi. Et du coup, il y a cette question-là qui pour nous, est importante dans les UPP et qui, je pense, est un peu la même dans les écoles, même si elle se joue de façon différente, évidemment. Avec en plus la tension, puisque, comme l'a dit Sakina, vraiment les parents, l'obsession au départ, dans les UPP, au départ, on parle des questions des parents. Et moi, je peux vous dire, toutes les réunions du départ, elles portent sur l'école, parce que c'est le sujet principal d'intérêt des parents, puisqu'ils ont bien compris tous que la mobilité sociale, elle passait par l'école et que du coup, si ils voulaient une autre vie pour leurs enfants, ça passait par l'école.
Donc, voilà, l'école est un enjeu majeur pour les parents. Voilà, à peu près ce qu'on voulait vous dire. Vous dire aussi que, ben ouais, que les UPP, évidemment, je pense que la plupart des écoles vont pas créer une UPP parce que c'est quand même très, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup de méthodos, etc. Mais par contre, les UPP se déplacent, les groupes de parents peuvent se déplacer pour organiser des débats, des échanges, des rencontres avec des parents ou des enseignants de certains endroits. Et c'est bien parce qu'en général, quand des parents organisent des débats, ben, les autres parents ils viennent plus facilement. Et en plus, ils parlent un langage qui est commun et qui peut être porteur de dynamisme. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, donc l'AFUPP, qui est l'association qui fédère l'ensemble des UPP, voilà, lance aussi un programme de formation sur la coéducation, donc à partir de l'expérience des UPP, mais plus élargi que ça, et des formations qui sont communes aux parents et aux enseignants ou qu'aux parents tout seuls. Voilà. Peut-être que maintenant, c'est l'heure des questions, du dialogue. Oui, tout à fait, c'est l'heure des questions. Merci beaucoup, Emmanuel et Sakina. Est-ce que quelqu'un veut commencer et poser une question sur l'expérience de l'UPP d'Aulnay? Vous pouvez lever la main. En bas à droite sur Zoom, vous avez réaction et vous pouvez lever la main. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez directement prendre la parole. Ça ira aussi. En vous représentant surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas fait le tour de table. Oui. N'hésitez pas quand vous prenez la parole là, pour représenter. Ou peut-être si vous n'avez pas de questions, ce que ça vous évoque, peut-être que ça vous rappelle à d'autres projets que vous avez aussi mis en place. Hélène, Il y a des réactions et des questions. Hélène. votre micro est coupé, Au micro. Ça y est, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout ça extraordinaire, votre expérience, franchement, très enrichissante. Et surtout, bon, la démarche, c'est vrai, et puis votre façon d'aborder les relations entre l'école et les parents. Vous avez effectivement dit que pour les matières n'étaient pas faciles. Par contre, c'est vrai que je suis au collège et c'est compliqué. C'est vrai qu'on constate que le rapport est difficile. Tout simplement, je pense, parce que les parents ont un peu peur des enseignants qui détiennent le savoir, mais je pense que les enseignants aussi n'ont pas peur, mais enfin, sont sur la défensive par rapport aux parents, énormément, dans la mesure où, ok, à tout à l'heure, dans la mesure où nous, au collège Nestor de Kemadec, je suis la principale, Guadeloupe, et nous essayons de faire entrer les parents par le biais, par exemple, des DNB préparatoires qu'on appelle DNB blanc, des DNB préparatoires, on met pas de coloris. Et donc, on demande aux parents de venir assurer des surveillances, que des surveillances. Pourtant, les enseignants s'opposent plus ou moins, alors que les parents veulent bien assurer les surveillances. Mais ils ne trouvent pas l'intérêt de voir les parents dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que les parents viennent, très peu de parents, ça c'est un premier point. Nous avons chez nous l'espace parent, animé par une association, parce que c'est un peu trop travaillé pour la cité éducative. Et il y a très peu de parents, mais les parents quand même investissent les locaux parce que c'est très convivial, c'est aménagé avec des fauteuils, etc. Mais c'est vrai que le problème, c'est vraiment établir la confiance entre les enseignants et les parents. Montrer aux enseignants que les parents ne l'ont pas. Ils le savent que ce n'est pas un jeu, mais il laisse très peu d'espace aux parents parce qu'ils n'ont pas trop confiance. Je ne sais pas. Mais c'était une bonne expérience et ça m'intéresse dans la mesure où c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas d'université populaire de parents. C'est difficile à créer, mais si jamais on a une rencontre sur place, oui? On peut venir. Ah ben oui, mais justement, c'est intéressant parce que nous sommes maintenant, nous avons la première cité éducative, c'est la Pointe-à-Pitre, et là, il y a établi notre cité éducative sur la Basse-Terre. Donc, c'est intéressant qu'on se rencontre, mettre ça en place, hein, pourquoi pas. C'est à voir. Mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de choses, d'une part pour l'université, d'autre part
avez dit, ça m'a interpellée. Vous avez dit qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. On parle souvent de parents démissionnaires, donc il n'y a pas de parents démissionnaires en fait. Pas très bien compris. Est-ce qu'on pourrait approfondir un peu cette idée, cette réflexion? Parents démissionnaires, pas, enfin voilà, après, c'est pas la... Madame, on lève la main, mais... C'est délicat. Alors, Ah, pas de parents démissionnaires, parce que je pars de... Et là, ça n'engage que moi, et je pense qu'on est tous, en tant que parents, concernés par le devenir de son enfant. Après, à différentes échelles, chacun y met le cadre qu'il veut. Après, on peut y mettre le cadre interculturel, le cadre religieux, le cadre... voilà, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Et quel cadre prime sur l'autre, etc., etc. Très, très compliqué. C'est une thèse. Mais moi, en tout cas, je persiste ici en disant qu'il y a parents démissionnaires parce qu'on veut tous, en tant que parents, le meilleur pour son enfant, déjà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je vous défie de trouver un parent violent, qu'importe, violent ou autre, ou, qui va dire « je veux du mal à mon enfant », vraiment, voilà. Donc, c'est vrai. Voilà, c'est gentil. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Et puis, voilà. Merci, madame. Merci à vous. Je voudrais revenir sur la question de la confiance, parce que vous avez raison, là, le problème de la confiance, il est réciproque. Les parents ont peur de l'école, mais à l'inverse, les enseignants sont parfois n'ont pas peur des parents, mais en tout cas sont réticents à ce qu'il y ait une réelle participation des parents forte dans leur classe et dans l'école. Et je pense que là, dans les UPP, ce qui permet ça, c'est qu'il y a un organisme tiers. Il y a une méthodologie qui est très rigoureuse et qui rassure les enseignants. Vous voyez, ils ne sont pas en face à face avec les parents individuellement ou collectivement, mais il y a une association, il y a une démarche méthodologique qui est reconnue, qui s'appelle les universités populaires de parents, qui du coup crée quelque chose de très sécurisant et pour les parents et pour les enseignants. Et ça, je crois qu'on n'en parle jamais, mais le fait qu'il y ait un tiers qui organise la rencontre et qui la balise par une méthodologie qui est reconnue, et ben, ça aide beaucoup les uns et les autres à se détendre et à accepter de faire des choses qui ne pouvaient pas penser possible au départ. Je trouve que c'est le trait d'union, en fait. Le spécialiste, c'est un trait d'union. Parce que c'est vrai que les enseignants, pas qu'ils sont pas effectivement, mais juste que pour eux, le domaine pédagogique leur appartient entièrement. Oui. Ils n'ont pas envie que les parents s'impliquent dans ce domaine pédagogie pure, en fait. Alors que les parents aussi, on leur parle. C'est un trait d'union, le spécialiste, je comprends bien. Ouais. Après, les parents, c'est vrai qu'ils ne sont pas des spécialistes en pédagogie, et en tout cas, dans les parents des UPP, il n'y en a aucun qui veut avoir cette place-là, mais ils voudraient pouvoir vivre des choses, partager des choses avec les enseignants. Et c'est vrai que c'est aussi en vivant les choses, en les partageant concrètement, que finalement, on gagne le plus en confiance et on se comprend mieux les uns les autres. Donc, partager aussi des moments de plaisir, des moments d'histoire, parce que c'est l'exemple qui a été donné, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être intéressant, et puis ça peut être intéressant aussi pour l'enfant qui voit que son parent et l'enseignant, eh ben, finalement, ils s'entendent bien, ils se reconnaissent, ils se respectent. Et ça, c'est important dans les yeux de l'enfant. Comment les adultes autour de lui se parlent, se communiquent, sont en bienveillance par rapport à lui. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. D'accord, merci beaucoup. Voilà, comme dit Emmanuel, je peux faire venir les parents pour les sanctions. On n'entend pas bien? Oui, il faut ne pas faire venir les parents. Voilà, on insiste énormément sur ça dans les UPP, et pas faire venir les parents que pour les sanctions, les réunions, les faits accomplis, les projets finalisés. C'est comme tout, l'école c'est un projet de vie, et voilà, il faut inclure tous les participants, mais à la jeunesse du projet. Et plus les parents investiront le lieu, plus l'enfant sera à l'aise et reconnaîtra aussi ce lieu. Et donc, on récolte ce qu'on aura semé.
puisqu'on est toujours, ben voilà, on se parle, on fait des choses ensemble, on se respecte, chacun a sa place. Là, on n'est pas dans une posture de parent individuel qui veut, entre guillemets, ou en découdre, ou se méfier, ou interpréter qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il t'a puni, pourquoi nanana. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On prend plus l'enfant comme, voilà, entre nous. Non, là, on est ensemble. Moi, c'est notre discours. Nous, on est ensemble. On est des parents ensemble pour que l'école fonctionne bien pour l'intérêt de tous les enfants. Je suis pas, c'est pas la Oui, merci. Ça, c'est vrai, mais la difficulté, merci. La difficulté, c'est comment faire venir les parents. À mesure, on parle de différentes cultures. Je suis le groupe 3. Et c'est vrai que pour certains parents, par exemple d'Haïti, le Sédomeg, et dans leur culture, ils n'entrent pas dans l'établissement scolaire. Voilà. Chacun son domaine. Le domaine de l'école, c'est l'enseignant. Le domaine de la famille, c'est le parent, mais ils n'entrent pas. Donc, c'est petit à petit, on essaie de leur faire comprendre qu'ils peuvent rentrer, qu'ils ont leur place. Mais ils n'ont pas été élevés comme ça, c'est leur culture. Donc, comment faire rentrer les parents à l'école? D'une part, ces parents, c'est hors culture. D'autre part, les parents qui sont très réfractaires à rentrer parce qu'ils ont eu comment ça s'appelle? Un cursus pas très linéaire, très difficile. Ils ont un rapport à l'établissement scolaire, un rapport à la scolarité qui est très compliqué, qui est très difficile. Ils ont un rejet du système scolaire. Donc, ils ont peur. La difficulté, c'est comment les faire venir. Là, demain après-midi, nous allons visiter un musée, le musée Schellcher, pour 2-3 parents, mais toujours les mêmes. Les parents qui sont présents, qui ont déjà une ouverture culturelle, mais les parents dont les enfants ont des difficultés réellement, qui ne sont pas des missionnaires, mais qui n'osent pas rentrer, qui n'osent pas se montrer, qui ne s'impliquent pas, on n'arrive pas à les faire venir. La difficulté est là. Comment faire venir ces parents? À une autre échelle, moi j'ai un autre exemple, je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais nous, sur une école maternelle, il y avait une forte communauté de Turcs avec un problème de la langue. Et la maîtresse venait le samedi matin avec des mamans des UPP et on prenait un temps le samedi matin devant la porte de l'école pour proposer des petits jeux, des livres, mais vraiment ça se faisait devant l'école. Elle prenait 8h30, tout le monde rentrait, nous on était encore là, elle avait réussi à faire ça avec la directrice et l'idée c'était que elle disait mais moi je ne les vois que devant l'école pour venir les déposer et les récupérer et du coup le lien s'est fait là en présence. Dans un premier temps, c'était que de la présence. Et du coup, la maîtresse était là, les parents déposaient leurs enfants. Et de cette présence avec d'autres parents, où on a tourné autour des petites histoires, des contes, etc. Et de fil en aiguille, elle les a invités à rentrer. Et après, le samedi matin, c'est devenu le samedi matin des parents. Et donc, on pouvait rentrer, etc. Voilà. Des fois, c'est des petites perches, mais voilà, il faut réfléchir à l'intention qu'on y met. Ouais. Alors, Sakina, pour moi, c'est une action d'aller vers, c'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, si on veut être visible des familles, il faut sortir des murs. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de sortir des murs, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'universités populaires de parents qui ont animé des choses devant l'école, des petits cafés temporaires éphémères où on peut discuter avec les parents, etc. Il y a ça, il y a la convivialité. Moi, je pense que la convivialité, en tout cas dans les UPP, ça marche. Le fait de rencontrer les parents pour autre chose que même pour parler de l'école dans un premier temps, juste dans la rencontre humaine, ça aide avec un peu de convivialité. Et puis, quand vous dites qu'il y a des parents qui viennent, ben, les parents qui viennent, eux, ils peuvent peut-être aller chercher d'autres parents. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les UPP, c'est-à-dire que au départ, il y a quelques parents, et puis ces parents, ben, ils en parlent aux voisins, ils en parlent à la cousine, ils en parlent à leur réseau. Et les parents, ils sont beaucoup plus experts que nous pour aller chercher les parents, parce qu'ils parlent un langage qui est rassurant, qui est simple et qui convient aux autres parents. Et donc, c'est comment il y a des parents qui peuvent à la fois assez bien connaître l'école et pas en avoir peur, et connaître le quartier et les parents, et jouer un rôle de médiateur entre les parents et l'école. Et c'est ça, c'est aussi s'appuyer sur ces parents-là qui peuvent faire ce boulot-là. D'accord, c'est bien. Je sais pas, enfin, c'est des pistes. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Pour l'école, je vais faire pour l'école. Pour les c'est différent parce qu'ils viennent seuls. Mais pour l'école, c'est une très bonne idée. Monsieur Lebec, vous vouliez prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ben je voulais juste rebondir sur
sur ce que disait ma collègue principale. Parfois, c'est aussi puisque le collège est un endroit où visiblement il y a un flou, si je reprends votre expression, c'est aussi au collège à sortir aussi de ces murs. C'est-à-dire que nous, on prend le parti également de sortir du collège et d'aller rencontrer les parents dans les centres sociaux, dans les autres endroits avec les associations partenaires. Et que si le premier contact se passe bien à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile pour ramener les parents après. Ça, c'est le premier élément de réflexion. La deuxième chose, c'est aussi sur c'est vrai que c'est compliqué de faire venir des plus compliqués en collège, encore plus en lycée. Cela étant, il ne faut pas oublier que vous avez parlé de la pyramide avec les enfants, les parents et l'institution scolaire. Un adolescent n'a pas forcément envie de voir ses parents trop souvent traîner dans l'établissement dans lequel il est. C'est quand même une réalité, ça. Et puis, en tout cas, moi, je n'aurais pas aimé à 14-15 ans voir mes parents tout le temps suivre ce que je fais au collège. Mais c'est aussi dans l'accueil au quotidien, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut mettre en place, il faut que ce soit aussi vécu comme une réalité après quand on accueille les parents sur des petites problématiques individuelles. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce travail-là d'affichage, même si on y croit plus que de l'affichage, si on reçoit après les gens comme un chien dans un jeu de quilles, ben, ça ne va pas trop. Exactement. Si je peux me permettre, moi j'ai aussi une expérience d'un collège, toujours à Aulnay-sous-Bois, et il n'arrivait pas à voir les parents, il n'arrivait pas du tout à voir les parents. Et ce qu'il a pensé, ce qu'il a mis en place, c'était, alors il convoquait, il a mis en place non pas un bulletin qui était acté sur les notes, mais sur une évolution. Je ne sais pas si alors, l'enfant qui avait 10 de moyenne, dès qu'il avait, il leur remettait un bulletin d'évolution. Et là, ça a fonctionné, vous voyez, c'est tout bête. Un élève, qu'importe, l'idée c'était de savoir d'où il part. À partir du moment où il avait évolué, on lui remettait un bulletin d'évolution. Et donc l'enfant, le collégien, je parle du collège, je parle d'un collège, l'enfant était tellement heureux de venir chercher ce... Et donc là, il y a eu une dynamique, il poussait ses parents et les parents venaient. Et là, de cette évolution de 1 ou 2 points, ça a donné lieu à l'idée d'en vouloir et de réussir toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Voilà, c'est des petites idées comme ça qui font que... Oui, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses, en fait. Voilà. À une période, on récompense, sur le collège où je suis, on récompense les élèves. Ça se termine par un petit jus d'orange avec un bout de brioche. Et le côté convivial qui était souligné permet d'avoir des petites discussions informelles. Et pour ma part, je considère que ce temps informel, il n'est pas inutile. C'est ça qui permet aussi d'aller plus loin après. Je voulais dire que la problématique n'est pas le fait que les parents viennent. Quand il s'agit de leurs enfants, les parents sont présents. Et c'est tout de suite, dès qu'on appelle un parent qui a un problème concernant son enfant, à la minute d'après, le parent est présent. Pour les remises de bulletins, les parents sont présents, il n'y a aucun problème. C'est faire venir les parents dans d'autres, hors pédagogie, hors remise de bulletins, hors le fait de parler de leurs enfants, en fait. C'est ça. Les parents sont présents quand il s'agit de leurs enfants, surtout. J'ai constaté que je travaillais avant, que je n'étais pas en zone d'éducation prioritaire, en réseau prioritaire. Et en réseau prioritaire, les parents sont beaucoup plus présents quand il s'agit de leurs enfants. Ils arrivent tout de suite. Mais c'est les faire venir, comment les faire venir? Par exemple, mettre en place un projet. Éventuellement, on peut commencer par un projet. C'est à voir, mais c'est juste ça. Ce n'est pas le fait d'y remettre des bulletins. Là, il n'y a pas de temps, ils sont présents. Là. À ce moment-là, on parle de parents non démissionnaires, ça c'est vrai. Quand on parle des parents, ce pas des missionnaires. Il s'agit de leurs enfants, c'est vrai, ils ne sont pas des missionnaires du tout. Mais juste pour terminer sur Saint-Quentin-Montaigne, effectivement, ce que vous dites est vrai, on les fait venir sur un certain nombre de choses. Après, effectivement, il y a quand même... on fait aussi un petit peu ce que vous faisiez. Alors, on ne fait pas d'université populaire des parents sur le réseau, mais on fait aussi des clubs de lecture, des lectures de contes par les parents, des choses comme ça qui se font chez nous.
Cela étant, on sent quand même une coupure entre l'école et le collège, mais malgré tout, je reste persuadé que c'est une coupure qui est aussi normale et malgré tout, il ne faut pas essayer de calquer sur le secondaire ce qu'on peut faire sur les écoles maternelles et primaires non plus, ce ne sont pas les mêmes enjeux. D'accord. Eunice, tu voulais prendre la parole? Oui, rapidement. Et puis, je vois que Christelle aussi a levé la main. Je suis assez d'accord avec ce que pointait Hélène sur vraiment la différence entre la réactivité des parents quand il s'agit de leur enfant et comment est-ce qu'on arrive à créer des dynamiques communes. Et d'ailleurs, c'est la grande force de ce que décrivait Sakina sur les UPP. Et c'est comment on sort aussi à un moment donné les parents de uniquement l'intérêt de leur enfant pour un intérêt plus collectif. Mais il y a quand même deux choses sur la relation parents-prof, y compris au secondaire. Juste vous dire que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enseignants. Alors, c'est un gros boulot, mais après, ça marche vraiment, qui voulaient vraiment établir la relation avec l'ensemble des parents de leur classe en tant que parents de leur enfant, hein, et qui, du coup, par exemple, prenaient le temps en début d'année d'appeler systématiquement au téléphone les parents pour leur proposer des temps pour justement les évolutions un peu personnelles de leur enfant. Et que ça, c'est du temps, c'est très chronophage, c'est du temps, mais quand on arrive à le programmer dans son temps, notamment pour les profs principaux, quand c'est intégré, ça permet quand même d'avoir une relation. Là, je parle uniquement sur le truchement représentant de mon enfant, mais bon, déjà, quand il y a l'organisation et la capacité de prendre en considération ce temps qui est demandé, c'est possible. Les enseignants, moi j'ai rencontré des enseignants qui pouvaient avoir ce niveau de communication assez proche et assez direct et qui passent par le téléphone. C'est pas le mail, c'est pas l'écrit, etc. C'est aussi, il y a ça. Et après, de manière plus générale, sur la problématique de faire venir les parents dans les établissements scolaires, dans le secondaire, autrement que pour leur enfant. Nous, ce qu'on a pu remarquer côté AFEV, c'est que ce qui ne marche pas trop, c'est quand on fait des réunions avec des parents pour des réunions avec des parents, que c'est un peu trop théorique ou que qu'on propose juste de créer une dynamique, mais que finalement, ça ne retombe pas sur quelque chose. Et à l'inverse, ce qui fonctionne bien, c'est quand on offre des espaces aux parents de pouvoir s'impliquer directement, soit sur des problématiques qui les concernent très concrètement. Je vais vous donner un exemple qu'on avait testé, nous, dans le département de Val-de-Marne. On avait fait des ateliers avec des jeunes en service civique de la FEV sur Pronote. Parce qu'en fait, en gros, on se rendait compte que, vous savez bien ce qui se passe à partir de la 6e, il y a comme vous le disiez, un Sakina, il n'y a plus de contact direct. Donc, en fait, tout passe par les espaces numériques du travail, les Pronotes et autres interfaces. Et qu'en fait, on fait comme si tout le monde était au même niveau d'usage et d'appropriation. Et qu'en fait, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas faire. Et ceux qui ne savent pas faire, personne ne prend le temps de leur expliquer comment ça marche. Et en fait, les parents, en vrai, les mères, parce que c'était quand même largement les mères, étaient venues. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait pris ça comme une espèce de... C'était à la fois quelque chose de concret, hein, parce que c'était des vrais ateliers pour découvrir Pronote, mais qu'après, très rapidement, c'était devenu des ateliers aussi pour, tiens, comment je me crée une adresse mail, parce qu'en fait, dans ma famille, tout le monde a une adresse mail, sauf moi, les enfants, mon mari, mais moi, je n'ai pas d'adresse mail. Donc, voilà. Et donc, on se rendait compte, là, on était vraiment dans la montée en compétences des parents. Et je pense que quand on a des objets très concrets, mais on a un autre exemple comme ça dans le premier degré, dans les BCD, dans les petites bibliothèques des écoles, qui étaient parfois un peu, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les clubs lecture, mais qui étaient un peu à l'abandon, et ben des fois on demandait des coups de main aux parents pour venir nous aider à monter des bibliothèques, des choses comme ça. Et d'un coup, la BCD devenait la production collective avec les parents. Et c'était super, parce que du coup, ils rentraient, alors c'est plus facile dans le premier degré, mais quand même, ils se sentaient chez eux dans la BCD. Donc je pense que quand on arrive à tirer comme ça des trucs très concrets, ça aide, plutôt que d'être dans une injonction de parents, venez participer. Mais quand le rendez-vous n'est pas un peu concret comme ça, c'est plus difficile. Christelle, puis Yasmina, puis on pourra passer au retour d'expérience de la cité éducative de Grigny avec ATD. Merci. Bonjour, donc Christelle Leblanc, je suis en charge de la prévention de l'illettrisme et le soutien à la parentalité à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je remercie beaucoup Emmanuel et Sakina pour cette intervention où j'ai retrouvé quasiment mot pour mot ce que nous pouvons dire à l'agence quand nous parlons de la démarche des actions éducatives familiales où on développe des actions qui ressemblent beaucoup à ce que font les UPP pour remobiliser des parents en situation d'illettrisme pour un impact positif sur la scolarité de leurs enfants, mais réussite scolaire, mais aussi éducative.
Donc, voilà, je trouve que c'était très intéressant d'écouter Sakina à ce sujet-là. Et je voulais savoir, alors Emmanuel en a un peu parlé en disant que les premiers ambassadeurs, c'était des parents qui allaient chercher d'autres parents parce que cela se faisait beaucoup plus facilement. Moi, j'aurais voulu savoir sinon comment vous les mobilisiez dès le départ, ces parents-là. Si je vous pose cette question, évidemment, c'est parce que les parents en situation d'illettrisme ont la particularité d'être plus invisibles que d'autres. Et pour nous, c'est très intéressant de savoir comment vous allez les chercher, comment vous les mobilisez pour qu'ils participent à ce type d'action. Et ma deuxième question, vous, Sakina, vous avez beaucoup évoqué des ateliers lecture, des cafés littéraires, etc. Et donc, vous avez parlé de certains parents qui pouvaient avoir des problèmes d'alphabétisation. Et je voulais savoir si vous aviez été avec des parents qui étaient en réelle difficulté avec la lecture et comment ils avaient pu continuer à s'intégrer dans ce projet, continuer l'aventure avec vous. Là, vous m'entendez? Oui. Eh ben, nous, on a eu une belle expérience, tu sais. Le hasard a voulu que quand on a monté le club lecture, il y a un cours d'alphabétisation au centre social, dans la salle d'à côté. Le hasard, hein, tu sais. Donc, club lecture, au départ, on est parti sur les mamans du PP. Puis, on a lancé l'annonce, on a de bouche à oreille, ils sont venus. Et puis, ce cours d'alphabétisation à côté, il y a 2 ou 3 mamans qui sont venues à la fin et qui nous ont dit « Oh, mais qu'est-ce que vous faites ?» Tu sais, par pure curiosité. Nous, on apprend, etc. Et puis, ça les a intéressés. Et crois-moi qu'on a décalé, il y a une maman des 3, il y en a une qui est restée. On a décalé la séance, tu sais, pour pas que ça empiète sur son cours d'alphabétisation. On a décalé la séance du club lecture. Et donc, au départ, elles sont 3, elles sont venues et elles étaient simplement sur l'oralité. Donc, elles écoutaient nos propos, nos histoires. Et après, au fur et à mesure, il y en a une qui est vraiment restée jusqu'à la fin. Ça lui faisait plaisir, ça lui permettait, en tout cas, elle aimait bien d'avoir le livre, nous écouter en parler, et elle reconnaissait des mots. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait institué pour elle l'idée de lire un passage qu'on avait aimé, et elle lisait un mot dans le livre. Donc, on trouvait des petites astuces comme ça pour l'impliquer en tous les cas. Sa place, elle était entière parce que le livre, elle ne l'avait pas lu, mais elle attendait notre retour de lecture à chaque moment. Le principe, c'était de lire un passage qu'on avait aimé et elle, le livre, on lui passait quand même, elle le feuilletait et elle relevait un mot et elle venait en séance et elle avait toute sa place en récitant une phrase. Voilà, en tout cas, c'est des petites séances comme ça. Donc, ces mamans-là ont mis en parallèle leur cours d'alphabétisation et elles avaient toute leur place dans notre club lecture. Voilà, et donc après, elles ont appris le français et maintenant, je pense que ce sont des lectrices. Et puis, l'autre question, c'était comment on mobilise les parents. Donc, en fait, les UPP, elles prennent naissance par des organisations qui ont envie de créer une UPP. Donc, c'est très différent. Ça peut être un centre social, un lieu d'accueil petite enfance, une CAF. Bon, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'établissement scolaire. Voilà, et nous, ce qu'on préconise, c'est de renverser ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire d'aller voir les parents, et notamment les parents les plus éloignés de tout, et de leur dire, on a besoin de vous. Parce que la parentalité, on peut la comprendre qu'avec toutes les façons de diversifier, tous les milieux sociaux, et donc, on a besoin que justement ceux qui sont invisibles le soient moins dans cette recherche-là, parce que c'est justement les voix et les paroles de ceux qui n'ont pas l'habitude de parler qui est importante pour nous. Donc, ceux qui sont jamais utiles, dans les UPP, ils le sont plus que les autres. Donc, c'est ça qui valorise et c'est ça qui donne envie de prendre sa place. C'est vraiment ce que disent les parents, c'est on a l'impression d'être utile et même si on a des difficultés, justement parce qu'on en a, on est encore plus important que les autres parce que sinon, les UPP, elles ont été créées pour qu'on entende la parole des parents qui étaient invisibles. Il y en a beaucoup qui sont invisibles. Donc voilà, du coup, en faisant ça, on renverse complètement le truc habituel et du coup, ça les pousse à venir. Et pour info, dans les UPP, il y a 15%
de parents en situation d'illettrisme, ce qui effectivement est super compliqué au moment d'écrire la recherche, mais on y arrive. Et il y a une solidarité aussi qui se construit entre les parents qui ont plus de facilité avec la langue et ceux qui n'en ont pas. Et donc, par exemple, on a inventé des méthodes où les parents en situation d'illettrisme parlent et les autres notent ou les autres enregistrent et réécrivent après. Enfin voilà, on a inventé plein de méthodes pour ça. Et voilà, ça demande une attention au quotidien. On fait des séminaires tous les ans où les parents se retrouvent. Et effectivement, des fois, il y a des parents, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, mais bon, voilà, c'est tout un, ouais, mais c'est pas des migrants, c'est pas des idées. Et voilà, on fait avec. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Sakina. Je vous propose qu'on écoute Clotilde Granado qui va nous parler de l'expérience qui a été menée à Grigny. Oui, est-ce qu'il serait possible d'avoir le partage d'écran? Oui, Il y a une UPP à Grigny aussi. En attendant, bonjour. Donc, je suis Clotilde Granado, je suis responsable du département école à ATD Quart Monde. Donc, ATD Quart Monde, c'est un mouvement international qui a pour volonté d'éradiquer la misère, hein, et dans une démarche qui est une démarche d'accès au droit. Donc, notre démarche, c'est vraiment de travailler avec les personnes en situation de pauvreté pour réfléchir avec elles comment elles peuvent accéder de la même façon que tout le monde au droit. Donc, du coup, évidemment, sur l'école, on travaille en ce qui concerne l'éducation. Et là, je vais vous parler d'un projet qui n'est pas un projet d'ATD Quart Monde, mais pour lequel on a intervenu en tant qu'expert d'une démarche, qui est un projet de la ville de Grigny au départ. Donc, je vais... Ah, j'ai oublié de mettre le partage d'écran. Normalement, c'est bon, maintenant, vous pouvez le faire. Oui. Voilà. Et... voilà, donc au départ, en fait, ce projet il date de 2014 où la ville de Grigny a voulu faire un gros travail de concertation sur le projet éducatif de territoire, hein, et où il est apparu que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire autant au niveau des parents qui participaient à ces concertations qu'au niveau des enseignants qui participaient à ces concertations, il était pointé une difficulté dans le lien école-famille, hein, et une volonté des deux côtés d'avancer dans ces difficultés. Alors la ville de Grigny, c'est une ville qui est très jeune puisqu'il y a un gros pourcentage de moins de 25 ans. Il y a, pour 30 000 habitants, il y a 27 écoles et 3 collèges. Donc c'est très important le nombre d'enfants. C'est une ville qui a énormément de nationalités de représenter, et c'est aussi une ville qui a un taux de pauvreté qui est un des plus importants de France, puisqu'on arrive à un taux de pauvreté de 45%, alors que dans une ville classique, on est à 15% de pauvreté. Donc là, la mairie a fait appel à nous pour une démarche qu'ATD Quart Monde a mis au point, qui s'appelle la démarche du croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de précarité. Alors là, on a une affiche qu'a fait un parent qui dit que l'école, c'est comme un arbre. Je veux que mon enfant monte plus haut que moi, et s'il réussit, moi aussi, je réussis. Donc, on repart un petit peu de ce que disait Sakina tout à l'heure, sur le fait qu'en fait, qu'il n'y a pas de parents démissionnaires, qu'ils ont vraiment envie que leurs enfants réussissent. Le principe de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, c'est de dire qu'il existe 3 savoirs. Le savoir universitaire, qui est représenté par les chercheurs, le savoir d'action professionnelle, ici on va parler des enseignants, mais aussi des ATSEM et des animateurs du périscolaire, et puis le savoir de vie. Et le savoir de vie des personnes en situation de précarité, les seuls qu'ils possèdent, ce sont les personnes qui vivent la précarité. Donc le principe de la démarche, c'est de faire croiser ces savoirs, hein, pour construire un nouveau savoir. C'est-à-dire que dans un projet
de société, quelle que soit la taille de ce projet. Là, on va parler au niveau des établissements scolaires, mais on peut parler au niveau du pays et on peut parler à des niveaux intermédiaires. Si dans la construction du projet, on ne prend pas en compte le savoir des personnes en situation de précarité, il y a toujours un risque qui est très important qu'on renouvelle l'exclusion. Donc, le principe de la démarche, c'est de savoir comment on peut prendre en compte ce savoir des personnes en situation de précarité. Alors, pour pouvoir faire cette démarche, il faut d'abord que chacun veuille ce changement, accepte que la personne qui est en face d'elle est en situation de détention de savoir et de travailler ensemble. Alors, ce qu'on a fait avec la ville de Grigny, c'est qu'on a on a fait un partenariat avec la ville et l'éducation nationale. Hein, et donc, la démarche du croisement a été mise dans la formation des enseignants. Et chaque année, une école, 2 écoles, on a été jusqu'à 3 écoles, choisissent ce temps de croisement comme temps de formation. Et donc, on a à peu près 18 heures sur le temps de formation des enseignants. Alors, on travaille d'abord dans cette démarche en groupe de pairs. Alors ici, vous avez un groupe de pairs d'enseignants. Tout au long, on a, pendant 9 heures, en fait, on va faire réfléchir les enseignants sur ce que c'est que ce lien école-famille. Et on va essayer de passer de l'injonction ministérielle de « il faut faire du lien école-famille » à nous, en tant qu'enseignants, on a besoin de ce lien école-famille, mais finalement, à quoi il nous sert dans la réussite des élèves? C'est-à-dire pourquoi on va avoir besoin des parents? On veut qu'ils viennent, oui, mais à quoi ça va nous servir concrètement, nous, en tant qu'enseignants, que les parents viennent? Donc, on fait tout un travail pendant l'année, ce qui permet 2 choses. D'abord, de changer un petit peu la posture dans le lien école-famille des enseignants. Et puis aussi, comme on travaille avec toute une école, ça permet de monter une cohésion à l'intérieur de l'équipe enseignante sur ce qu'ils veulent dans le lien école-famille. Ensuite, on monte un groupe de pairs de parents. Alors, le groupe de pairs de parents font le même travail. À quoi ça sert le lien école-famille? Quel est notre rôle finalement dans l'école? Et puis, ils construisent aussi le savoir dans un échange entre parents. Donc, on va pas d'abord parler de l'école, on va parler d'éducation, on va parler de ce que c'est qu'un enfant pour arriver au rôle des parents dans l'école. Et surtout, comme les enseignants, on n'est plus au niveau du témoignage, on parle pour nos pairs, on parle au nom du groupe et on a discuté avec 2 parents. Alors, pour constituer les groupes de pairs de parents, on va voir les associations qui sont aux alentours de l'école. On a travaillé, parce que maintenant ça fait 6 ou 7 ans qu'on travaille, donc on a plusieurs modalités. On a une année, un groupe de parents, c'était tout simplement un groupe d'ASL, d'ateliers sociolinguistiques. On fait beaucoup aussi ce qu'on appelle des bords d'école, c'est-à-dire de rester à la sortie de l'école, de discuter avec les parents, de voir avec eux ce qui les intéresse dans l'école et voir s'ils ont envie d'échanger avec des enseignants. Ensuite, on fait donc tout au long de l'année le travail avec ces groupes qui ont été constitués. Il y a aussi beaucoup de cafés des parents qui sont animés par les animateurs du périscolaire ou des ATSEM et qui donc vont à la recherche des parents les plus éloignés. À la suite des 2 groupes de pairs, on fait ce qu'on appelle des journées de croisement où les groupes enseignants rencontrent les groupes parents. Alors, le premier temps, c'est ce qu'on appelle un temps de confrontation. On travaille soit beaucoup en photolangage ou avec d'autres méthodes sur une idée. Ici, par exemple, c'était réussir sur une idée qui semble partagée par tout le monde, mais pour voir est-ce que finalement, sous ce mot réussir, on met tous la même signification. C'est pour ça qu'on appelle ça confrontation, parce qu'on se rend compte que finalement,
sous un même mot, tout le monde n'a pas la même signification, et que si, avant de parler, on ne se met pas d'accord sur la signification des mots, finalement, on ne va pas réussir à échanger réellement. Alors, par exemple, une année, on travaillait avec des enseignants de maternelle qui disaient, mais les parents, ils pensent que l'école maternelle, c'est une garderie, et puis ils ne savent pas du tout ce qu'on y fait. Donc, du coup, on leur a dit, d'accord, ok, donc faites une belle affiche, où vous expliquez tout ce qu'on fait à l'école maternelle. Et puis, on a dit au groupe de parents, allez-y, faites une belle affiche où vous expliquez tout ce qui se passe à l'école maternelle. Et puis, finalement, quand on a confronté les deux affiches, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire que les parents avaient reconstitué vraiment tout ce qu'il y avait dans le programme de l'école maternelle. Alors, évidemment, ce n'est pas une connaissance individuelle au départ, c'est un savoir commun, c'est en mettant ensemble toutes les connaissances des parents qu'ils ont réussi à le monter. Mais finalement, la problématique, ce n'était pas que les parents ne connaissaient pas l'école maternelle. Donc après, elles ont dit, ouais, mais ils ne stimulent pas intellectuellement assez leurs enfants. D'accord? Donc, même exercice. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils ne stimulent pas leurs enfants? Pourquoi vous dites ça? Et puis, les parents, qu'est-ce que vous faites pour stimuler intellectuellement vos enfants? Et là, on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas qu'on ne stimule pas les enfants, c'est juste que la façon que les enseignants vont avoir de visualiser la stimulation intellectuelle, par exemple, c'est ils n'utilisent pas le livre. D'accord? Comment vous savez qu'ils n'utilisent pas le livre? Parce que l'enfant, il ne connaît pas l'objet livre. D'accord. Et après, il disait, il ne joue pas. Et comment vous savez qu'il ne joue pas? L'enfant, il ne reconnaît pas les dés. Oui, mais s'il joue un autre jeu, est-ce que vous avez demandé aux parents s'ils jouent? Et en demandant aux parents, ils jouent. Sauf qu'ils ne jouent pas au jeu que l'école va proposer. Donc, du coup, en fait, on a une incompréhension entre les deux parce que les enseignants reprochent aux parents de ne pas jouer. Et finalement, en fait, c'était à nouveau pas ça le problème. Donc, ce temps de confrontation, il nous permet vraiment de comprendre le sens qu'on met dans différentes notions. Alors, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la façon de travailler, on travaille sur un projet. Donc, on travaille beaucoup, ça tourne quand même autour d'un petit peu les mêmes choses, sur la réunion de rentrée, comment faire une réunion de rentrée pour que les parents s'y retrouvent, un entretien parent-enseignant, comment faire un entretien parent-enseignant pour que les deux s'y retrouvent, des visites de classe, et puis des projets à l'intérieur de l'école, comment monter un projet. Donc là, sur cette photo, c'est une coécriture sur l'entretien parent-enseignant. Et donc, on avait demandé à chacun des groupes de dire qu'est-ce que doit faire l'enseignant, qu'est-ce que doit faire le parent, qu'est-ce que ne doit pas faire l'enseignant, qu'est-ce que ne doit pas faire le parent. Et ensuite, les deux groupes ont emmené leurs affiches, ils ont confronté, et à partir de toutes ces affiches, ils ont écrit une fiche pour les parents, une fiche pour les enseignants. Alors, notamment, les enseignants avaient écrit « ne pas couper la parole ». Et il y a une maman qui a dit « oui, on veut bien ne pas vous couper la parole. Le problème, c'est que vous, enseignants, vous parlez pendant un quart d'heure et que nous, on a peur de ne pas avoir, d'oublier ce que vous avez demandé au début et qu'à la fin, on ne puisse pas vous répondre. Donc, ce n'est pas de l'impolitesse quand on vous coupe la parole, c'est juste qu'on a peur de ne pas pouvoir vous répondre parce que vous n'allez pas nous laisser le temps. » Et du coup, on a construit l'entretien par enseignant de façon totalement différente quand elles l'ont construit à deux. Alors, une autre façon, c'était la co-construction d'un projet. Donc là, dans une école, on a travaillé avec, on parlait bien tout à l'heure du fait que les parents soient au début du projet. Donc là, le groupe de parents et le groupe d'enseignants sont arrivés avec des propositions de projets qu'ils avaient envie de monter dans l'école. Ils ont choisi un des projets. Et ils ont tout monté ensemble du début jusqu'à la fin. Donc là, c'était un temps de cuisine à l'école maternelle, donc la fabrication de gâteaux. Alors, les parents ont d'abord été rencontrer tous les parents de l'école pour leur demander des recettes. Ils ont mis en place avec les enseignants les recettes pour les mettre en photo pour qu'ils puissent les faire à l'intérieur de l'école. Ensuite, il y a des parents qui sont venus animer les ateliers avec les enseignants.
Et à la fin, il y a eu un goûter où ils ont mangé tous les gâteaux qu'ils avaient faits et ils ont créé un livre de recettes avec toutes les recettes qui avaient été récupérées auprès des parents. Donc, voilà. Tout ça, c'est la concordance des deux groupes qui a permis d'aller jusqu'au bout. Et notamment, ce qui était assez marquant, c'est sur la journée du goûter, les parents ont été très, très attentifs à mettre énormément de tâches, à proposer énormément de tâches pour que tous les parents puissent trouver quelque chose dans lequel ils se retrouvent et qu'ils puissent faire. Ça allait d'installer les tables, à faire la vaisselle, à animer un groupe de parents. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est que parmi le groupe de parents qui avait préparé le projet, le hasard a fait que dans chaque classe, il y avait un parent qui était dans le groupe de préparation. Et finalement, les parents animateurs, quand ils étaient en difficulté, qu'ils avaient une question, se sont adressés plutôt aux parents qu'à l'enseignant. Donc, ça a permis des échanges qu'on pense qu'il n'y aurait pas eu lieu si c'était juste l'enseignant, parce que les parents n'auraient peut-être pas osé poser des questions. Alors, on a fait ça dans une dizaine d'écoles. Donc là, vous avez les parents en train de cuisiner. Et sont arrivées les cités éducatives. Donc, au moment de la mise en place de la cité éducative, on s'est dit que le principe de la cité éducative, c'était de travailler tous ensemble. Donc, il fallait qu'on ait une proposition qui émane de l'intégralité des gens qui allaient intervenir dans cette cité éducative. Alors, on n'a pas pu faire sur toute la cité éducative, mais on a pu le faire sur le côté école. Donc, on a travaillé avec les animateurs du périscolaire, des parents, des enseignants, des directeurs d'école, des ATSEM et des personnels de cantine. Et on les a fait travailler sur le rôle, qu'est-ce que c'est que l'éducation et quel est le rôle de chacun de ces 6 groupes dans l'éducation. Donc, chaque groupe a fait une affiche pour tous les groupes. Et donc là, on voit les groupes qui sont en train de finaliser leurs affiches. Et là, vous avez toutes les affiches. Donc, pour chaque groupe, il y avait 6 affiches. Et ensuite, on a lu. Alors là, chaque groupe a lu toutes les affiches. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 choses qui sont sorties. La première, c'est que chacun des groupes a vu la façon dont les autres reconnaissaient leur rôle. Et notamment, les animateurs ont été assez étonnés de la vision que les enseignants et les directeurs avaient d'eux, parce qu'ils pensaient être méprisés par les enseignants et les directeurs, et les affiches étaient assez intéressantes sur ce qu'ils faisaient. Et pareil, les directeurs ont été très touchés de la reconnaissance qu'ont eu tous les autres groupes sur leur rôle. Donc, ça a permis de reconnaître, puis ça a permis aussi de remettre un certain nombre de choses en place. Il y a un des groupes, je ne sais plus lequel, qui avait mis que la TSEM était une deuxième maman. Et ça a fait bondir plein de gens. Donc, ça a été retiré, mais ça a permis au moins d'avoir la discussion, de dire, voilà, la TSEM, elle a une place importante dans le rôle affectif, mais ce n'est pas une maman. Et à partir de là, on a travaillé, donc chacun des groupes a dit ce qu'il acceptait ou ce qu'il n'acceptait pas dans son rôle. Et s'il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas dans leur rôle, on le retirait. Et ensuite, donc ça c'est le groupe des mamans. Le débat après la lecture des affiches. Et ensuite, donc, on a fait ce qu'on appelle des groupes mixtes, c'est-à-dire où on a mélangé chacun des membres des groupes, donc une ATSEM, une maman, parce qu'on n'avait pas de papa, un enseignant, un directeur, etc. Et chacun a écrit le rôle d'un des groupes. Donc, un groupe mixte a écrit le rôle des ATSEM, un autre de celui des enseignants, etc. Et ça aboutit à un livret qu'on a appelé « L'éducation de l'enfant à l'école », donc écrit par 44 mains, puisque nous avions donc, avec tous ces groupes, 44 personnes. Et ça se présente comme ça. Donc, pour chacun, il y a une double page sur son rôle dans l'éducation. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas. Et on a aussi travaillé sur les transversales, c'est-à-dire qu'est-ce qui est partagé par tous les groupes
Et l'étape suivante, si nous avions eu le temps, ça aurait été de travailler sur justement sur ces transversales, étant donné qu'on a tous un rôle dans cette action-là sur l'enfant, comment on se met d'accord sur la façon dont on travaille ensemble sur ce côté de l'éducation. Alors, au niveau des enseignants, ce qu'on peut observer, c'est un changement de posture vis-à-vis des parents et petit à petit, une reconnaissance de ce que peut apporter le parent, même dans de la pédagogie. Alors, pourquoi je dis même dans de la pédagogie? Parce qu'on arrive là, au niveau des parents, par exemple, on a des parents qui s'engagent de plus en plus dans l'école jusqu'à devenir délégués, et puis des parents qui sont force de proposition dans des projets. Donc, on a une maman qui a initié un projet de fresque dans son école, qui a été rechercher un artiste et puis qui l'a présenté au conseil d'école et qui a fait tout un travail avec l'équipe enseignante pour pouvoir faire une fresque, enfin qui a monté un groupe de parents d'abord. Et cette année, on est encore passé à un autre niveau. Il y a une maman qui est venue parce qu'il y avait un problème de violence avec un enfant dans l'école. Et donc, les deux mamans qui étaient concernées par l'incident, donc l'enfant qui était violent et l'enfant qui avait été violenté, en disant il y a quelque chose qui se passe, qui nous choque, mais on voudrait savoir comment nous, parents, on pourrait éviter que ça se reproduise dans l'école. Et donc, elles ont fait tout un travail de réflexion. Elles ont monté un groupe de mamans. Elles ont fait tout un travail de réflexion sur pourquoi il y avait cette problématique. Elles ont demandé à rencontrer un spécialiste qui est venu leur expliquer la réalité de ce qu'était la violence dans une école, la normalité de cette violence et comment on pouvait la gérer. Et puis, elles ont rencontré aussi le directeur qui leur a expliqué que c'était quelque chose qui était éventuellement travaillé en éducation civique et morale. Et du coup, l'idée est née de se dire que peut-être que ça serait intéressant de réfléchir à ce moment d'éducation civique et morale avec des parents. Parce que ce qu'expliquaient les parents, c'est que dans ces moments d'éducation civique et morale, finalement, on atteignait quand même le cœur de leur propre éducation et que si l'enfant entendait des choses qui étaient contradictoires entre l'école et les parents, finalement, ça n'allait pas aboutir à quelque chose. Donc, si en amont, ce temps de cours était discuté entre enseignants et parents, voir si nous y arrivons, que les parents co-interviennent au moment où ça se faisait dans la classe, en tout cas, l'enseignant aurait une autre vision des choses et une autre façon de présenter les choses pour que ça passe mieux au niveau des enfants. Donc là, elles sont allées présenter ce projet au niveau du conseil d'école et un des enseignants va expérimenter ce travail avec les parents en amont pour pouvoir travailler sur un point d'éducation civique dans sa classe.